C'était une très belle journée d'automne, 29 octobre 2014. Et donc c'était 7h30 à peu près. Donc j'étais en train de faire le repas. Le téléphone sonne. José était là. José prend le téléphone. Je le vois. Alors, je sens qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je prends le téléphone. Et j'entends, voilà, je suis le commandant de la base d'Orléans, et voilà, j'avais compris. Nous l'évoquions hier en toute fin de journal, la mort du soldat français tombé au combat au Mali. Il s'agit du 10e depuis le début de l'offensive dans le pays. Eh bien ce soir, on connaît son nom et on connaît son visage. Il s'appelait Thomas Dupuis. Là, c'est, comment dire, une espèce de douleur infinie, parce que vous venez d'apprendre la mort de votre fils, et vous avez sur l'écran une photo magnifique, qui est cette photo. Et là, il y a une douleur voilà, fulgurante, parce que vous n'avez pas le temps de construire une représentation de ce qu'est la mort, quoi. C'est pas possible, voilà. Thomas Dupuis, membre du CPA 10, les commandos de l'armée de l'air, a été tué par la balle d'un djihadiste au Mali. J'ai entendu le téléphone sonner. Ma femme a décroché. C'est l'épouse d'un de ses meilleurs collègues qui a annoncé à mon épouse que notre fils était décédé. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit « Damien est décédé ». Et là, je peux vous dire, c'est un grand coup de barre. Hein. Par téléphone, comme ça. On vous prévient du décès de votre fils. Damien Buil est tombé dans une embuscade tendue par les talibans en Afghanistan, le jour de son anniversaire. Il avait 31 ans. Derrière chaque mort au combat, un enfant, un mari, un frère d'armes. Ils sont les visages cachés de la guerre. Tu es mort au combat, à ton poste. Ton sacrifice nous ramène une fois de plus à la dure réalité de la guerre et aux lâches pratiques des terroristes que nous combattons. Sur ce monument, l'histoire continue de s'écrire au fil des guerres. En 2013, Bernard Barrera commandait les forces terrestres face aux combattants djihadistes dans la reconquête du Mali. Chez Vermeuzen, qui a été tué dans une embuscade en rentrant dans la Matétaille, 19 février, début des combats. Caporal Charenton était un parachutiste du 1er RCP, qui a été tué en montant à l'assaut sur le dernier bunker qui défendait cette vallée. Le brigadier chef Pingot, du 68e régiment d'artillerie, et puis Alexandre Van der Run qui pilotait son char en rentrant dans la vallée de Terz, et le char a sauté sur une mine. C'est 4 soldats sur les 4000 que je commandais qui sont morts au combat. Et ben, ces 4 familles voilà, sont en deuil et elles savent ce que c'est que de porter le deuil pour plusieurs années, certainement très longtemps. C'est aussi le prix à payer pour rester libre. On n'a pas fait la guerre en France depuis 1945, donc plus personne ne sait ce que c'est que la guerre. Seulement, les soldats français, actuellement, ils partent sur les théâtres d'opération et ils sont plongés dans des pays en guerre. Et ils savent qu'on est dans un monde dangereux. Et les Français s'en sont rendus compte quand ils ont eu le terrorisme qui est venu les frapper. Mais le terrorisme, ce n'est qu'une vaguelette de ce qui se passe dans les opérations extérieures et qu'on gère tous les jours. Chefs d'état-major, généraux, président de la République, ministre de la Défense, ils ont dirigé les opérations militaires françaises.
Pour la première fois, il raconte les coulisses de 2 décennies de guerre. En Afghanistan, en Afrique et au Moyen-Orient. Des opérations dites extérieures qui ont coûté la vie à près de 300 soldats français. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! Je crois que le président Chirac l'a vécu de manière plus intense que nous, militaires. Il m'a appelé aussitôt, il était en voyage à Rennes, et m'a dit, mon général, vous avez vu? Oui, monsieur le président. Il m'a dit, mais c'est fou, c'est insensé. Ça va bouleverser le monde. Oui, Chirac avait vraiment conscience que c'était quelque chose de colossal. Colossal. Et nous sommes arrivés à Washington une semaine après l'attentat. Nous étions les premiers étrangers à venir aux États-Unis. Il n'y avait pas d'hésitation possible. Je veux dire, moi j'ai vu les dégâts à New York et au Pentagone. C'était effarant, c'était monstrueux. C'était pas possible de ne pas se montrer solidaire des Américains. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même l'acte majeur d'Al-Qaïda. Et Al-Qaïda se réfère toujours à cet attentat du 11 septembre 2001. Et ça a libéré, je pense, un certain nombre d'énergie pour attaquer ce que j'appelle le monde occidental. Tous les combats qui ont été menés depuis sont la conséquence plus ou moins directe de cet événement majeur. La guerre est une histoire de président, une affaire de tempérament. Il est capital de ne faire aucun amalgame entre, d'une part, des fondamentalistes, terroristes et fanatiques, et d'autre part, le monde arabe ou musulman. Peut-être parce qu'il a connu l'horreur des combats lorsqu'il était soldat pendant la guerre d'Algérie, le président Chirac se méfie du conflit qui se profile en Afghanistan, et surtout de la croisade annoncée du président Bush. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Très vite, le président Chirac a établi cette doctrine. Premièrement, solidarité avec les Américains pour se battre contre les talibans qui avaient abrité Ben Laden et les auteurs des attentats. Mais deuxièmement, limitation de notre engagement parce que c'était complètement en dehors de toute zone d'intérêt française. Quand quelque chose se passe en Afrique, on peut dire l'Afrique, nous connaissons. L'Afghanistan, c'était une découverte. Certes, nous étions là, mais nous n'étions pas en première ligne, parce que son idée n'était effectivement pas que nous enlisions en Afghanistan. Mais en 2007, le nouveau président de la République a un plan bien différent. L'idée de Nicolas Sarkozy, c'est de dire on ne peut pas à la fois revendiquer d'être un de ceux qui comptent dans la résolution des crises dans le monde et être aussi peu présent quand tous nos partenaires et nos alliés sont très présents. Nicolas Sarkozy veut réconcilier la France avec les États-Unis, après le refus du président Chirac d'intervenir aux côtés des Américains en Irak. Je veux être votre ami, votre allié, votre partenaire. Là, nos effectifs ont commencé à augmenter singulièrement. Je veux dire, notre participation est beaucoup plus lourde en Afghanistan. En 12 ans d'opération, 60 000 militaires français vont fouler le sol d'Afghanistan. Julien Bry, caporal-chef du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, sera l'un de ces soldats. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le camp, la FOB de Nishrab en Afghanistan. Alors voilà, les 12 de campagne, matière en plastique. Caméra à la main, le Français va filmer son quotidien. C'est parfait. À 25 ans, l'Afghanistan, c'est la consécration d'une carrière de soldat déjà bien remplie, après des missions en Côte d'Ivoire et au Liban.
C'est ce qui résume en quelques morceaux de ferraille toute ma vie militaire. C'est mon CV, hein, en somme. En tout et pour tout, il y a 14 ans de vie militaire sur ce placard. Quand on nous dit qu'on part en Afghanistan, nous on se dit ben c'est le Graal, quoi. C'est ce pourquoi on s'est engagé, c'est l'engagement de la France. C'est ce pourquoi moi j'ai décidé de continuer l'armée, c'était pour ce genre d'OPEX, pas une autre. On se dit pas cool, on va aller faire la guerre, c'est plutôt putain enfin on va vivre quelque chose, ce pourquoi on a entraîné, quoi. On embarque dans l'hélicoptère, le mec qui laisse la rampe ouverte, le gunner, c'est un film. Il survole très bas tout le territoire jusqu'à nous déposer. On sent que c'est pesant parce qu'on arrive, on voit des gens qui sont déjà sur place et on voit bien sur leur visage que ça va être dur. Que ça va être dur physiquement, que ça va être dur moralement. Enfin, en tout cas, ils ont l'air usés, ces gars-là. Donc là, on se dit, OK, là, ça rigole plus, quoi. Là, c'est clair qu'à ce moment-là, ça rigole plus. Aux commandes de la tourelle de son véhicule blindé, Julien Bry découvre enfin la réalité du combat et ses premiers morts. Le bruit que ça fait, les premiers obus qui partent, l'ambiance dans le char, c'est hyper excitant, c'est un truc de fou. Sans avoir conscience de donner la mort finalement, mais juste le fait de dire je ne suis pas à l'exercice. Et j'utilise mon arme vraiment pour de vrai, quoi. Moi j'ai un canon de 25 quoi, qui tire en rafale, j'ai mon joystick. L'ennemi, c'est une signature thermique sur un écran et il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire tomber l'ennemi, quoi. Ouais, c'est la première fois que j'utilise, que j'en ai besoin déjà, et que je l'utilise dans ma mission, quoi. C'est la première fois que je l'utilise en réel. Je sais avoir tiré sur quelqu'un, sur des personnes qui nous tiraient dessus, et je sais avoir vu des brancardiers venir secourir. Et ils nous tiraient dessus, et voilà, j'ai... Ça a été crescendo, en fait. Et plus le temps passait, et plus on en prenait plein la tronche, jusqu'à la fin. Ça s'est plus arrêté. En Afghanistan, on a eu affaire à des combattants très durs, sachant se battre, qui profitaient... de la géographie du pays, une géographie très, très montagneuse, très encaissée, sur des pistes de montagne sur lesquelles on ne peut pas manœuvrer, sur lesquelles on ne peut pas se déployer. Et on s'est bien rendu compte que plus les années passaient, plus ces combats étaient violents. Ils sont venus nous voir ce matin pour nous dire bonjour, faire un petit coucou. On arrive à ce qu'on appelle la bascule. Hein, la bascule, ça veut dire que ça fait 3 mois qu'on est ici. Et il reste autant de temps à faire. Julien Bry sera déployé 6 mois sur place. 6 mois de patrouille au plus près des populations. Mais c'est la rencontre avec un vieil Afghan qui fait apparaître ses premiers doutes sur la présence française dans le pays. En fait, ce monsieur, il me faisait penser un peu à mon père parce qu'il était en train de faire son jardin. Donc, je me suis dit, c'est un vieux, quoi. Lui, il a eu toute sa vie là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il se rebelle pas? Pourquoi est-ce qu'il se révolte pas avec leur fourche, avec pourquoi? Et lui, ce qu'il m'a dit, ouais, c'est, moi, je vais aller au paradis, donc je m'en fous un peu, quoi. Et je me suis dit, du coup, nous, on vient mourir pour eux, alors qu'eux s'en foutent. Ouais, on arrive à se dire, mais si lui, il en a rien à foutre de son pays, qu'est-ce que moi je fais ici, ouais? À risquer la mienne et puis à vivre ce que je suis en train de vivre, au final. On se pose ce genre de questions. En Afghanistan, l'armée française redécouvre la guerre et les combats rapprochés qu'elle n'avait plus connus depuis les années 90 et le conflit en ex-Yougoslavie. Elle doit faire face aux attentats kamikazes, aux embuscades et aux engins explosifs posés au bord des routes.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 19 août. 10 soldats français tués en Afghanistan, 21 blessés lors d'une embuscade tendue par les talibans à l'est de Kaboul. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, partira ce soir sur place avec le ministre de la Défense. En août 2008, l'embuscade d'Ouzbine en Afghanistan va traumatiser la France. Dans les montagnes, à l'est de Kaboul, une patrouille de soldats français est prise sous le feu de 150 talibans. Les combats vont durer près de 10 heures. C'est la plus lourde perte militaire depuis 38 ans. Elle révèle au grand jour les risques pris par les soldats français en Afghanistan. Quand ça vous tombe dessus, ça fait partie des moments tragiques de la vie politique, en clair. Les Français découvrent qu'en effet, les soldats qui sont morts sont jeunes. Mais oui, quand on est soldat, on est jeune. Quand on n'a pas 20 kilos sur le dos à 2500 mètres d'altitude, à 40 degrés, quand on a 50 balais, quoi. En quelques jours, l'embuscade devient rapidement l'affaire d'Ouzbine. Là, tout d'un coup, on a une pression médiatique qui est très forte. Un été auquel il ne se passe pas grand-chose. Et boum, c'est le moment de le dire, vous avez cette affaire-là qui se passe. Et là, cet emballement met tout le monde sur les nerfs. Et tout le monde y va ils auraient dû tourner sur la gauche, et pourquoi ils sont passés par là, et où étaient les avions, et où étaient les hélicoptères, et où étaient les drones, enfin, on a tout entendu. On a tout entendu. Et de là, si vous voulez, créer la suspicion. Est-ce que je n'ai pas confié mon fils à des incompétents? Puisqu'on a des hommes politiques qui laissent entendre que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Je verrai les familles dans quelques minutes. Je veux qu'elles sachent tout. Elles y ont le droit. Et je veux que vos collègues ne se retrouvent jamais dans une telle situation. Je veux que tous les enseignements soient tirés de ce qui s'est passé. Dans la cour des Invalides, le président Sarkozy, aux côtés des familles endeuillées, demande des comptes à ses chefs militaires. Un des aveux inédits devant les caméras de la part du chef des armées. Très mal vécu, pour être franc. Très mal. Ce qu'on a appelé la judiciarisation des opérations extérieures, c'est-à-dire qu'en fait, on a banalisé la guerre comme si c'était des actes de la vie courante qui pouvaient donner lieu à des contentieux, des plaintes en justice, etc. Alors là, pour moi, c'est complètement fou. C'est le juge qui va apprécier, un juge totalement civil, qui va apprécier si, dans le feu de l'opération, le lieutenant a eu raison de faire passer un groupe par la droite ou par la gauche. Les militaires ont parfaitement en tête que dans leur contrat, il y a l'idée qu'ils peuvent mourir au combat. Ça, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais en même temps, c'est pas parce que les militaires ont ça en tête, on ne doit pas être extrêmement vigilant sur les conditions de l'engagement. La guerre, c'est d'abord un geste politique, dont le soldat est l'instrument. Et puis vous avez, autour de tout ça, vous avez l'opinion publique. Mais l'opinion publique, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que là, vous avez deux populations, le politique et le soldat, qui sont totalement différentes. Vous avez le politique qui lui, ne regarde, comme ça a été fait à une période, qu'à engranger les dividendes de la paix et assurer la paix de ses concitoyens à moindre coût, ou à pas de coût du tout d'ailleurs. Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le militaire, le soldat, qui dit, attendez, je suis là pour défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation. Si jamais un jour ça me tombe dessus, il faudra bien que j'ai les moyens de le faire. Donc il faut me les donner. Après l'embuscade d'Ouzbine, plusieurs familles endeuillées vont faire ce qui n'avait jamais été imaginé auparavant. Porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour la première fois en France, l'armée est sur le banc des accusés. Si vous voulez, on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on nous mentait, qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites. Et en discutant avec les camarades de nos enfants qui sont tombés, on s'est aperçu, en fin de compte, qu'il y avait eu des choses qui n'avaient pas été faites.
et qui aurait dû être faite lors de cette journée. Donc les officiers qui avaient préparé cette mission, eh bien, ils ont failli à leur tâche, tout simplement. C'est pour ça qu'on a voulu engager une procédure pour savoir exactement ce qui s'était passé. Bon, je vais parler des drones. Les drones, bon, effectivement, il n'y en avait peut-être pas comme il y a maintenant, mais je veux dire, il y aurait eu une observation en hélicoptère ou quelque chose qui aurait pu faire voir quand même qu'en haut il se passait des choses. Ils ont péché par excès de confiance. Ça, c'est une certitude. En matière de guerre, on ne pêche pas par excès de confiance. Il faut toujours assurer un maximum, parce que c'est quand même la vie des soldats qu'on a engagés. Et ça, nous, on ne l'admet pas, et on ne l'admet toujours pas. Jusqu'à cet événement, le problème de l'équipement des armées françaises en Afghanistan n'était jamais évoqué. Je peux aller chercher une putain. Tir mortier de 120 n'aura pas lieu. Actuellement, QRF pour le départ. Mais la guerre d'Afghanistan révèle au grand jour les faiblesses matérielles des armées françaises après des années de réduction budgétaire décidées par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Cette réalité ne sera jamais assumée publiquement par l'Élysée et par l'état-major. Ouzbine va représenter une cassure. C'est-à-dire qu'à partir de là, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on s'est dit, mais pourquoi ne le savions-nous pas avant? Pour une raison très simple. L'armée française était particulièrement apte au combat qu'elle conduisait avant Ouzbine. Et puis, brutalement, le président Sarkozy les met en Sourabie et en Kapisa dans une guerre auquel ils n'ont pas eu le temps de se préparer. En urgence et en toute discrétion, l'armée se remet à niveau après le drame d'Ouzbine. Ce que va révéler plus tard un rapport parlementaire. Toute une liste de matériel est commandée. Le blindage des véhicules est renforcé. Des drones, des hélicoptères sont envoyés aux troupes françaises. Les entraînements sont intensifiés. La plainte des familles endeuillées sera définitivement classée sans suite en 2017. La justice française se considérant incapable d'enquêter sur des faits survenus lors d'une opération militaire extérieure. Il n'était pas question d'écrire tomber pour la France, mort pour la France, parce qu'il n'est pas mort pour la France. Il est mort pour la paix. Il y avait plein de pays qui étaient là-bas. Maintenant, on se dit tout ça pour ça. Tout ça pour quoi? Pour rien. Parce qu'en fin de compte, ça n'a rien amené, il n'y a rien qu'à changer. Alors, maintenant, mais à l'époque, il y a 12 ans, on ne se posait pas cette question encore. Pas tout à fait. Maintenant, avec tout ce qu'on voit, tout ce terrorisme ambiant qu'il y a, regardez, maintenant, c'est plus l'Afghanistan, c'est le Mali. Demain, ça sera où? Demain, ça sera où? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je ne sais plus si je lui avais dit à Nicolas Sarkozy, peut-être comme ça, à bâton rompu, mais on l'a dit à Hervé Morin, on l'a dit à tous ceux qui ont voulu l'entendre, et puis je le redirai à chaque fois. Hein. Bon, je sais qu'ils n'aiment pas, qu'on dise ça, mais moi je m'en fous de ce qu'ils pensent. Hein. Lorenzo, Jean-Nicolas, là-bas en Kapisa, vous incarniez cette fraternité d'armes si singulière. Entre 2008 et 2012, 74 soldats vont perdre la vie en Afghanistan. C'est des moments difficiles. Moi, je sortais de là à chaque fois KO. Bon, enfin, voilà, je faisais le boulot, bien sûr, mais je n'ai jamais eu la carapace suffisante. Dieu sait pourtant que la politique finit par vous donner un cuir plus épais. Mais je sortais de là toujours, voilà, profondément touché, quoi. Ouais, clairement. C'est-à-dire qu'ils ont directement sous les yeux la conséquence de leur décision. Mais avoir des tués au combat, c'est pas un échec. Avoir des tués au combat, c'est la réalité du combat, tout simplement. Donc il n'y a pas de modèle mathématique de la guerre. Or, ça arrangerait tout le monde qu'il y ait un modèle mathématique de la guerre. Pour qu'il y ait zéro décès aussi. Ben, pour qu'il y ait zéro mort au bout. On est dans une société qui est peut-être plus émotive qu'elle ne l'était avant, plus fragile et plus sensible. Et donc il faut aussi en tenir compte. En 14-18, on avait 1000 morts par jour. 1000 morts par jour. Et ça a duré pendant 4 ans. Pendant la guerre d'Algérie, on avait 10 morts par jour. La dernière fois qu'on a eu 10 morts, c'était à Ouzbine, en 2008.
Et ça a marqué les esprits. Mais ensuite, il faut savoir à quel moment est-ce que, je veux dire, c'est acceptable ou pas. Vous savez très bien qu'en période électorale, c'est moins acceptable qu'en période non électorale. Et d'ailleurs, l'ennemi le sait très bien. À chaque cérémonie militaire, voilà, vous vous dites, mais au bout du compte, est-ce qu'on a raison de s'engager? Est-ce qu'on progresse vraiment? Parce que bien sûr, on gagne du terrain, on forme une police, une armée afghane, bon. Et au bout du compte, vous avez toujours de plus en plus de soldats qui tombent. Donc, voilà, vous dites, cette espèce d'engrenage, je ne sais plus exactement qui le maîtrise vraiment. Oui, la question de notre engagement en Afghanistan est une question que moi je me suis posée plusieurs fois. Nicolas Sarkozy en visite éclair. Le conflit embarrasse Nicolas Sarkozy alors que l'élection présidentielle de 2012 approche. L'objectif du voyage est militaire. L'opinion publique n'hésite plus à parler d'enlisement en Afghanistan. Ça progresse, la formation des unités afghanes? Ça progresse, Monsieur le Président. Doucement, à un rythme avant, mais ça progresse et ça va dans le bon sens. Le rythme afghan, ça veut dire qu'il faut encore combien de temps? Il faudra du temps, Monsieur le Président. Okay. Mais le chef des armées a déjà une autre guerre en tête. Je constate à chaque fois, avec tous les présidents de la République, c'est cette espèce de... comment dire, de dérive qui amène les présidents de la République à considérer qu'ils refont le monde. Progressivement, le président de la République française est pris du syndrome du genre je suis un des constructeurs du monde, un des organisateurs de la planète. Aujourd'hui, nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 19 mars 2011, Nicolas Sarkozy décide d'apporter son aide aux rebelles libyens pour faire tomber Mouammar Kadhafi. 8 mois durant, les avions et les hélicoptères français bombardent la Libye. La Libye, c'est la pression médiatique, la pression d'un certain nombre de grandes figures, type Bernard-Henri Lévy. En effet, on avait quand même face à nous un dictateur qui était en train d'assassiner une partie de son peuple. Assez rapidement, il s'est posé la question, mais quel est l'objectif? C'est d'empêcher un règlement de compte sanglant. C'est de renverser Kadhafi, c'est de négocier avec Kadhafi. Si on négocie avec lui, est-ce qu'on le maintient? Si on ne le maintient pas, on le remplace par qui? Et très honnêtement, c'était pas clair. En Libye, Nicolas Sarkozy et son allié britannique David Cameron défilent bientôt en libérateurs dans les rues de Benghazi. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que les scènes de liesse, c'est formidable, mais après, il y a les lendemains de cuite il y a toujours une prise de un réveil. Je lui ai posé la question dès le début, on fait quoi après? Et je n'ai jamais eu de réponse claire. Le dictateur libyen Mouammar Kadhafi est tué le 20 octobre 2011. 10 jours plus tard, la France et ses alliés quittent le pays, convaincus que la mission est accomplie. Aucun soldat français n'a été tué pendant la campagne libyenne. Une victoire politique et militaire. En apparence seulement. Car Nicolas Sarkozy abandonne la Libye pour une décennie de violence et de chaos. Un rapport parlementaire réalisé 3 ans plus tard conclura que la planification de l'après-crise a clairement péché par manque de pilotage et de volonté politique. Les Libyens nous ont dit de partir et nous avons été heureux de nous exécuter. Le régime de Kadhafi, ça n'était pas un État, il n'y a pas d'État libyen, il n'y a pas de gouvernement, il y avait Kadhafi et Kadhafi. Et lorsque ces tribus ou ces katibas se sont retrouvées finalement sans autorité, eh bien elles sont reparties, mener des trafics, et comme il y avait des stocks d'armes, enfin je veux dire, c'est pas des stocks, il y avait des armureries dans lesquelles les gens sont allés se servir avant de revenir vers le sud, et ça a libéré toutes ces énergies qui sont venues
dans le reste du Sahel et on les a retrouvés en effet au Nord Mali. La Libye va se transformer en base arrière pour tous les trafics et les mouvements djihadistes de la région. Et à cet instant, personne ne réalise que cette situation va semer les graines d'un conflit bien plus dévastateur encore. Je pense que si le président Sarkozy avait été réélu, il aurait été obligé d'assurer la prévente de sa décision. Le président Hollande ne s'est pas senti obligé d'appliquer, de suivre un dossier qui n'était pas le sien. Pour l'heure, quand il arrive au pouvoir en mai 2012, François Hollande n'a qu'une idée en tête, en finir avec la guerre. À peine arrivé à l'Élysée, un attentat meurtrier en Afghanistan va accélérer le retrait des troupes françaises. Les informations se précisent quant aux circonstances de l'attaque. Un homme habillé d'une burqa aurait déclenché sa bombe au passage des militaires français. 4 soldats tués, 5 autres blessés, dont 3 grièvement. Ce matin du 9 juin 2012, le caporal-chef Julien Bry est en première ligne. Le 9 juin, on se lève comme tous les autres jours, on part en mission, une mission qui s'apparente jusque-là à lambda. On doit aller sécuriser en fait donc les CIMIC, donc c'est les personnes qui donnent les cadeaux justement aux enfants sur le marché ou aux gens. Donc c'est tôt le matin, ça fait 1 heure qu'on est en place quoi. Moi j'entends une grosse explosion, voilà, j'entends une grosse explosion, j'ai juste le temps de voir à droite quelqu'un qui courait. Et après c'est un nuage de fumée. Et quand le nuage se met à se dissiper, en fait c'est là qu'on constate le drame quoi, les dégâts. Donc c'est à ce moment-là que je suis pas bien du tout. J'arrive pas à m'empêcher de regarder la scène en fait. J'arrive pas à m'empêcher. Et puis ça dure quelques temps et puis donc je vois des choses vraiment affreuses. Et à ce moment-là, bon ben de toute façon, ça sert à rien de rester comme ça, donc je remonte dans ma tourelle et puis on se réorganise pour armer le dispositif à 100%. Et puis là, on est en mesure de stopper l'ennemi. Mais voilà, l'ennemi, on a beau faire ce qu'on veut, mais il est mort, quoi. Il s'est fait péter en même temps que les 4 Français et puis le père de famille avec son enfant, quoi. Tous les jours, on rentrait de mission et tous les jours, on ironisait sur le... Même si la mission, elle était moindre, on ironisait sur le fait que la mission, elle était accomplie, voilà. Tous les soirs, on rentrait, mission accomplie. Là, le matin, on est rentré, on a dit échec mission. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est un échec, quoi. Voilà, en Afghanistan, nous ne sommes pas partis trop vite, peut-être même partis trop tard. Parce qu'une opération aussi longue, aussi coûteuse en pertes humaines et en moyens financiers, aussi lourde de conséquences sur le plan politique, et des libérations de prisonniers talibans qui ont tué des ressortissants de plusieurs pays membres de la coalition, oui, il y a de quoi se poser cette question. Mais nous étions dans une alliance, nous avons respecté l'alliance. Il y a 1 an, alors que les talibans préparaient leur offensive sur Kaboul, nous sommes allés à la rencontre de militaires afghans formés par l'armée française. Ce jour-là, Hamad, soldat au sein de l'armée nationale afghane, est de retour chez lui après avoir échappé à la mort dans des combats très violents avec les talibans. Sans le soutien matériel et logistique des forces étrangères, les soldats afghans sont désormais livrés à leur propre sort. L'un d'eux s'appelait Bashirullah. Il a été tué par une mine. 4 autres compagnons ont été tués avec lui. Ça, c'est une autre photo prise après une attaque de l'ennemi.
Notre véhicule a roulé sur une mine. 3 de mes compagnons ont été blessés et le conducteur a été tué. Nous avons pris cette photo en souvenir de nos compagnons. Je suis à droite avec l'écharpe rouge. C'était tôt le matin, il y avait beaucoup de brouillard. Nous n'avons pas détecté la présence des talibans. C'est pour ça qu'on n'a pas pu éviter l'engin explosif. On prend toujours une photo avant chaque opération car on ne sait jamais qui va revenir. Vous savez, je me suis battu dans 23 cantons de ce district pendant plusieurs années. Je peux vous dire que l'ennemi est partout et qu'il contrôle le terrain. À l'époque, 70% du territoire est déjà aux mains des talibans. Et l'armée afghane, impuissante face à des attaques quotidiennes. En 2020, le monde regardait ailleurs. Et pourtant, près de 6000 civils ont été victimes d'attentats. Quelques mois après notre rencontre, Hamad sera l'un de ceux qui désertera pour sauver sa vie. L'idée, dès le départ, et notamment pour nous Français, c'était de dire c'est aux Afghans de prendre en charge la sécurité dans leur pays. Mais pour autant, cette armée était très peu payée et était très mal équipée. Ce qui fait que, en passant de l'autre côté, soit chez les seigneurs de la guerre, les Lord Wars, soit chez les cultivateurs et les trafiquants de drogue, ils gagnaient davantage qu'en restant dans l'armée. Les problèmes de l'Afghanistan, c'était la drogue. La drogue crée de l'argent, et cet argent, indirectement, il aide les talibans. On n'a jamais adopté une stratégie constante, régulière, efficace dans ce domaine-là. Or, la drogue a servi à financer les talibans, l'armement des talibans, d'un bout à l'autre. Cette affaire de drogue a été un poison, au sens propre du terme, dès l'origine. Dans la vallée de Surobi, autrefois sous le contrôle des armées françaises, il y a déjà longtemps que les talibans revendiquent la victoire. Voici l'un d'entre eux. Ce chef a tenu tête aux soldats français pendant la guerre. Il assure encore être une cible recherchée par les services secrets pour sa participation avec ses frères et ses cousins à l'embuscade d'Ouzbine. Nous nous sommes bien battus, oui. Nous avons massacré 33 Français. J'ai commencé à me battre parce que des étrangers nous attaquaient et nous torturaient. C'est pour ça que nous avons commencé à nous battre. 9 personnes de ma famille ont été tuées. Ce sont les Français qui les ont tuées. C'est dans cette région que la plupart des soldats français ont été tués, donc ils ne reviendront pas. C'est un échec pour eux. Le taliban assurait, lors de cette rencontre, avoir déposé les armes, lassé par 2 décennies de combat. Notre village est détruit, nous sommes devenus fous. Tout a été détruit pendant les opérations et les attaques. En réalité, nous n'avons rien gagné dans cette guerre. C'est un boulot ingrat. Aujourd'hui, c'est ça notre vie. Mais avant de nous quitter, l'homme n'a pas résisté à nous montrer ses trophées qu'il garde fièrement sur son téléphone. Des images où l'on peut voir des talibans avec des armes prises sur des militaires français. Ou encore cette vidéo où l'on entend un membre de son équipe égorger un soldat. C'était lors de l'embuscade d'Ouzbine. Ces talibans, effectivement, quand on les écoute, on n'a pas l'impression qu'ils aient beaucoup changé. Qu'est-ce que l'on fait de ceux qu'on a combattus? Comment est-ce qu'on construit un avenir commun? Et à qui peut-on faire confiance?
20 ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan. Des milliers d'Afghans tentent alors désespérément de fuir pour sauver leur vie. À commencer par ceux qui ont collaboré avec la France. C'est mon attestation d'embauche par l'armée. Il renouvelait mon contrat tous les 6 mois. Cette mère de famille afghane a travaillé 8 ans sur l'une des bases de l'armée. D'abord comme serveuse, ensuite comme cuisinière. Elle vit aujourd'hui terrée dans sa maison à Kaboul avec son mari et son dernier enfant, menacée par les talibans pour sa collaboration avec l'armée française. Ils m'ont dit d'arrêter de travailler, mais moi, je devais le faire pour nourrir mes enfants. L'un de mes fils était sur le point de se marier. Son ami habitait à l'est de Kaboul. Alors que mon fils devait voir sa fiancée, les talibans l'ont attrapé sur le chemin et l'ont découpé en morceaux. Des chefs m'ont ramené une partie de son corps. Une nouvelle fois, ils m'ont menacé et m'ont dit qu'il était temps d'arrêter de travailler, sinon ils m'attraperaient cette fois. Ils n'y sont pas parvenus, alors ils ont capturé mon autre fils, qui avait 20 ans. Cela fait 2 ans et demi que je n'ai plus de ses nouvelles. Seul Dieu sait s'il est vivant ou mort. À ce jour, elle est encore en Afghanistan. Sa demande de visa, comme celle de 170 autres Afghans, interprètes ou simples auxiliaires ayant accompagné l'armée française sur le terrain, reste aujourd'hui sans réponse, après plusieurs années de procédure. La guerre en Afghanistan n'était pas gagnable et nous l'avons perdue. À quoi ont servi la centaine de morts français et les autres, et les milliards qui ont été dépensés là-bas? La guerre n'est pas la réponse à tout. Il y a des moments où elle est nécessaire, il y a des moments où elle peut être utile, il y a des moments où il ne faut pas la faire et où, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas conduire au succès. Fin 2012, François Hollande n'a aucune intention d'engager ses soldats dans une autre guerre. Mais une nouvelle menace va le rattraper. Au Mali, les forces djihadistes ont pris le contrôle du nord du territoire et se dirigent vers la capitale, Bamako. Il faut bien se rappeler, en 2012-2013, on était sur l'ennemi terroriste d'Afghanistan, au fin fond de l'Asie. Et bien là, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il y avait en Afghanistan, on l'avait juste en dessous de chez nous, là. On l'avait au Mali. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Moi, j'étais persuadé qu'en arrivant sur place, on aurait face à nous du dur en termes de comportement. Et des gens qui répondaient à un dogmatisme, à une dialectique qui n'était pas de gagner les élections, mais qui était au contraire de déstabiliser et de casser ceux qui étaient en face. 4000 militaires sont déployés au Mali. Les premières semaines sont une course-poursuite après les combattants djihadistes. Fin janvier, les principales villes du nord du pays sont reconquises. Le 2 février 2013, le président Hollande est accueilli en héros à Tombouctou. Les groupes terroristes sont affaiblis. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Mais les djihadistes n'ont pas dit leur dernier mot. 2 semaines plus tard, les combats redoublent de violence quand les troupes françaises atteignent leur base arrière au nord, dans le massif de l'Adrar des Ifoghas. On a été surpris par exemple au Mali par la capacité de camouflage
de nos adversaires. C'est-à-dire que parfois, on a presque marché sur eux pour savoir qu'ils étaient là. On a été surpris par leur capacité à disparaître, à s'évanouir dans la nature. Ce qu'on ne mesure peut-être pas, c'est les capacités psychologiques de l'adversaire. Sa capacité à être résilient. Il faut la minimiser, il faut intensifier le feu. Il faut intensifier le feu. On s'est posé des questions, on s'est dit c'est quand même pas normal. Un homme, il a peur. C'est pas normal que quand ça explose de partout, vous voyez des gens qui sont debout, qui fument leurs cigarettes et qui regardent le danger comme s'il ne se passait rien. Et en trouvant sur le terrain des seringues, on a compris qu'en fait ils étaient drogués. Vous savez, la kétamine, vous n'avez pas peur, et quand vous encaissez des coups, vous avancez quand même. C'est une drogue pour les chevaux. Donc quand ils arrivaient en phase finale du combat, ils se prenaient une piqûre de kétamine et en face on avait des robots, quoi. Au fil de leur avancée, les forces françaises découvrent un ennemi déterminé, très organisé. Moi, la première fois que j'ai vu un ordinateur à écran tactile, c'est dans la drame des IFOGA. La première fois. Je vois mon major de légionnaire qui me dit « Tenez, venez voir mon général », il m'ouvre un ordinateur, écran tactile, il appuie sur l'écran, il me dit « Vous voulez voir quoi? Comment est-ce qu'on décapite un otage ?» Pourquoi vous avez ça? Il me dit « Oui, regardez, là c'est tous les cours qui sont faits sur écran d'ordinateur, dans les grottes. » Il appuie sur un bouton, et là vous aviez en direct la décapitation d'un otage. Une vraie, hein. C'était pas une maquette. Vous aviez également des grottes où en fait ils construisaient des IED, donc des mines, où en fait ils apprenaient à trafiquer également les téléphones. Il y avait une autre grotte où en fait il y avait des sacs complets avec les passeports internationaux de tous les gens qui étaient venus pour se battre et se former ici dans les IFOGA. Et tout ça, c'était caché des vues, invisible par les satellites, invisible par les avions. L'ampleur de cette organisation terroriste surprend les services de renseignement français. Conscient que cette menace va persister, l'Élysée se résout à maintenir durablement sa présence militaire au Mali. Au Sahel, la violence des affrontements va mettre KO certains soldats déjà traumatisés par la brutalité des combats vécus en Afghanistan. Julien Bry sera l'un d'entre eux. En novembre 2012, il rentre tout juste de Kaboul quand il apprend 2 mois plus tard que son régiment doit repartir se battre dans le nord du Mali. J'ai voulu aller voir mon chef pour lui expliquer que je ne veux pas spécialement repartir pour l'instant. Et lui, en fait, quand j'arrive, très sympathique ce chef, moi je l'ai adoré, et très jovial, très de bonne humeur. Et en fait, quand j'arrive, il me dit « Ouais, Jules, je suis content de te voir et tout. Bon, t'es chaud, quoi, j'ai besoin d'un mec d'expérience. » En fait, avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il me fait comprendre qu'il a besoin de moi. Et je me dis « Ouais, putain, je l'adore ce chef en plus, donc allez, puis il m'explique la mission, ça va être une Afrique, ça va être court. Bon, allez, pourquoi pas. » Et du coup, voilà, à ce moment-là, je me dis « Ok, je vais repartir. » Il y a un événement qui va me montrer que quelque chose ne va pas en moi, et puis ça va durer longtemps, en fait. On part, pareil, voir un peu les villageois, mais un peu plus au nord. Et là, la radio, ça annonce qu'il y a un suicide bomber. Sauf que le problème, c'est que le suicide bomber, il est à 6 km, il est à Gao. Sauf que moi, je me retourne dans mes épiscopes et j'ai des hallucinations. En fait, je vois mon groupe mort. Donc je me retourne, je commence à rentrer en panique, je fais une crise un peu de panique. Je tremble, je me retourne, ils sont vivants. Là, je me dis, il y a un problème. Bon, il y a un problème parce que personne n'est mort, en fait. J'en parle à mon chef, lui, il me dit, non, t'inquiète, ça va aller. Il me dit, on peut aller prendre l'air un peu. Je lui dis, oui, on peut aller prendre l'air, s'il vous plaît. On descend tous les deux. Tout mon groupe me regarde, donc vivant. Je m'assois vers un pneu et en fait je prends mon arme et je la balance, quoi. Je la balance, je veux pas, là je veux pas parce que il y a un problème, il y a un bug dans ma tête, je sais pas ce que je vais faire avec mon arme. Je suis pas bien, je suis déconnecté de la réalité. J'ai une odeur de la mort, j'ai des reviviscents, j'ai des bruits, je suis sur le qui-vive. L'odeur de la mort? Ah ouais. Ah, la mort ça pue. La mort ça pue. Une sorte de mort, de poussière mélangée à la mort. Et en fait il y a un médecin qui vient, il se présente et il me dit, tu vas rentrer en France, quoi. Tu fais un syndrome de stress post-traumatique, tu vas rentrer en France, tu seras interné au HI à Val-de-Grâce et ça va te faire du bien. Voilà. Je comprends que moi, je deviens fou. À ce moment-là, je suis fou. On fume une clope.
L'attentat suicide vécu par Julien Bry en Afghanistan avait laissé une cicatrice invisible qui s'est réveillée brutalement au Mali. 8 ans après, il est toujours en reconstruction. Julien Bry ne défilera pas le 14 juillet 2013 sur les Champs-Élysées. En vol et au sol, un thème domine, l'opération Serval menée au Mali à partir de janvier, en soutien et avec l'aide des forces africaines de la région. Ce jour-là, l'histoire officielle a voulu mettre en avant une victoire militaire. Mais l'état-major, lui, sait bien que cette guerre au Mali a révélé les limites matérielles et logistiques de l'armée française. Cette campagne, ça a été une chambre à air tendue à l'extrême, avec des trous partout et des rustines à tous les endroits. Voilà, en permanence, on se disait pourvu que ça tienne. On n'avait pas tout, mais ceux qui étaient en première ligne étaient équipés. Ils avaient leur casque, ils avaient leur gilet, ils avaient leur véhicule. Donc si vous voulez, vu d'en face, c'était une armée moderne complètement équipée. En revanche, en arrière, les logisticiens se sont arrachés les cheveux parce qu'ils poussaient vers l'avant tout ce qui arrivait au fur et à mesure sur les aéroports. Il y a deux, trois fois dans la Drare où des nuits on n'avait plus d'obus de munitions parce qu'on avait tout tiré. Et donc là les hélicoptères se posaient et fournissaient les batteries entre 1h et 2h du matin. Mais en face ça s'est jamais vu. Les mécaniciens qui remplaçaient ou qui bidouillaient les moteurs avec des rustines qu'ils trouvaient ou des rondelles qu'ils trouvaient au fond de ce qu'ils avaient ramené d'Angoulême ou de Clermont-Ferrand, c'est eux qui ont gagné la guerre. Je pense que pour cette campagne, un risque a été pris, oui. Mais quand on veut gagner une guerre et quand on veut une victoire, il faut savoir prendre des risques. Et je pense que ce qui nous tue actuellement, c'est le principe de précaution. On prend plus de risques. Et donc on ouvre des parapluies et on se dit, tant que je ne suis pas à risque zéro, je n'avance pas. Bah, à la guerre, si vous faites ça, vous êtes sûr de perdre. En tout cas, vous ne gagnerez pas. Dans cette guerre contre le terrorisme, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions? À l'Élysée et à l'état-major des armées, une réalité a longtemps été passée sous silence. Pendant l'opération Serval, l'armée française ne disposait pas d'avions assez grands et suffisamment nombreux pour transporter rapidement son matériel. Comme on peut le voir sur cette photo, elle a dû faire appel à des alliés inattendus. Des compagnies de transport privées installées en Ukraine et en Russie. Sur le tarmac de l'aéroport de Venise, un Antonov de la société Volga Dniepr Airlines s'apprête à décoller, direction Singapour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 congélateurs. Et à l'avant, dans les boîtes, nous avons des équipements électroniques. Pendant l'opération Serval, 169 voyages ont été effectués par ces avions russes. Dans les équipes de Volga, on préfère rester discret sur ses collaborations avec les armées du monde. Dans le passé, vous avez déjà travaillé pour des armées, l'armée française? Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à cette question. Mais c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Pour l'armée française, par exemple? Toutes les armées. Dans le passé, on a notamment travaillé pour l'OTAN. Nous transportions beaucoup de leur matériel, des véhicules, des conteneurs. Tout ce dont ont besoin les armées. On décolle dans 30 minutes. C'est le rapport d'un député français qui a lancé l'alerte sur cette dépendance des armées. François Cornu-Gentil passe au crible le budget de la défense depuis 18 ans. On a le Charles de Gaulle, on a les Rafales, on sait tout faire. Ouais, mais on dépend des Russes et des Ukrainiens pour mener le combat. Parce qu'il n'y a pas un petit sujet. Là, j'ai posé des questions qui me paraissaient relativement importantes, qui ont eu un certain écho dans la presse. Silence radio. Alors, ce qui à la fois me confirmait que j'avais tapé juste, mais en même temps m'embêter parce que voilà, mon idée c'est pas de faire un bel article dans ce journal, mon idée c'est que les armées progressent en termes d'indépendance et en termes de sécurité. Une autre image de l'opération Serval illustre ce manque de moyens.
Faute d'hélicoptères suffisants pour les transporter, c'est à bord de camions comme celui-ci que des soldats attachés avec une simple corde sont convoyés vers le front sur des centaines de kilomètres. On a déjà des budgets européens les plus importants de la défense, donc c'est pas rien. Dans les circonstances actuelles, mettre 39-40 milliards dans la défense, ça représente un effort considérable. Et donc il y a forcément des endroits où on serre un peu la vis. Et on serre la vis sur ce qui se voit pas trop. Ce qui se voit pas trop, c'est le transport, le soutien. Et donc là, on fait des économies un petit peu de bout de chandelle. Ce qui intéresse le député, c'est notamment le taux de disponibilité des équipements. Autrement dit, combien d'avions et d'hélicoptères, de bateaux ou de chars sont réellement opérationnels. Son dernier rapport, publié en octobre 2020, dresse le portrait des armées et l'état du matériel. 1 hélicoptère sur 3 capable de voler. Une commande de nouvelles frégates divisée par 2. Ou encore, un Rafale sur 2 prêt à décoller. Il est vrai que sur un temps long, la tentation, il y a tellement de besoins, et on les voit en ce moment, besoin pour la santé, besoin pour l'éducation, et quand il n'y a pas de conflit, finalement, quelle est la marge budgétaire? C'est le budget de la défense. Pourquoi déployer autant de moyens, d'ailleurs dans une opinion publique qui, quand il n'y a pas de conflit, n'est pas particulièrement ardente pour que le budget de la défense soit augmenté? Le budget de la défense a souvent servi de variable d'ajustement. Pourquoi? Parce qu'on a un budget d'investissement considérable. Dans la plupart des ministères, il n'y a que des budgets de personnel, ou presque. On ne peut pas y toucher, sauf à réduire les effectifs, ce qui est très très difficile, à cause des troubles sociaux que ça provoque, les syndicats, etc. Dans l'armée, on peut réduire les effectifs sans aucun problème, il n'y a pas de syndicat. Ploup. On décide, comme on l'a fait par exemple du temps du président Sarkozy, de réduire de 58 000 hommes les effectifs d'une armée qui en compte 250 000, mais aucun problème. Il n'y a aucune réaction syndicale, évidemment. Ploup. On n'est pas en bas de l'escalier, on peut encore descendre, hein. Mais enfin, on a déjà bien descendu. Nicolas Sarkozy et François Hollande, les présidents qui ont lancé le plus d'opérations militaires ces 20 dernières années, sont aussi ceux qui ont réduit drastiquement les effectifs des armées. Il faudra attendre les attentats sur le sol français en novembre 2015 pour que cette cure d'austérité s'arrête. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Mais c'est avec une démission très médiatique que le budget des armées repart à la hausse. Le 19 juillet 2017, le général Pierre de Villiers, alors chef d'état-major des armées, quitte ses fonctions, convaincu qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer sa mission. Un geste inédit au sommet de l'État. Le budget est en train de remonter. Attention, il ne remonte pas pour grossir l'armée française. Il grossit juste pour la remettre au niveau minimal qu'elle doit avoir. Et il grossit pour que les soldats puissent s'entraîner, qu'ils aient des munitions, pour que les quais de nos bateaux soient réparés parce qu'ils sont fendus, pour que nos avions puissent décoller. Oui, la guerre coûte de plus en plus cher, mais tout coûte de plus en plus cher. Je comprends qu'en France, on a d'autres soucis, mais c'est où place-t-on le curseur? Et il me semble qu'un pays comme la France est un pays qui est visé. À ce titre-là, on doit être en capacité de se défendre. Nous allons vers un monde de plus en plus dangereux. J'en suis intimement persuadée. Je pense que la classe politique n'en a pas suffisamment conscience ou n'en fait pas suffisamment sa priorité. Quand on décide une opération extérieure, souvent l'opinion et même les responsables politiques disent que ça ne va pas durer très longtemps, que ça va être de l'ordre de quelques mois. En réalité, ça dure des années, parce que les causes qui ont justifié l'intervention ne disparaissent pas dès que des déploiements de troupes ou des actions militaires sont engagées. Et donc, ce n'est pas un choix simplement d'un quinquennat, c'est un choix qui va durer sur un temps long d'intervenir à l'extérieur. Première guerre mondiale, 4 ans. Deuxième guerre mondiale, 4 ans. Maintenant, les guerres, c'est 15 ans. Et donc, quand vous voyez un président de la République qui vous dit « dans 6 mois, on sera parti, on va faire un petit aller-retour », idée américaine d'ailleurs,
eh ben, ça ne marche pas. Et nous le savons. 8 ans déjà que les soldats français avalent la poussière au Sahel. 8 ans qu'ils patrouillent dans la région de Gao, au Mali. Traquer l'ennemi, sécuriser la zone, avec toujours les mêmes dangers. Le capitaine Nicolas et ses hommes sont là pour faire comprendre qu'ils ne lâcheront pas cette partie du territoire malien. On travaille avec le gouvernement malien, les forces armées maliennes, mais on agit au milieu de la population. Donc il peut se passer des événements, par exemple dans la ville de Gao, sur lesquels on n'est pas forcément au courant. Donc cette prise de température, elle est importante et toujours dans le but de gagner les cœurs et les esprits de la population. Bonjour. Comme à chaque déplacement, ces hommes craignent les engins explosifs dissimulés par l'ennemi, les attaques suicides, les embuscades. C'est bon, décale à gauche, on dépasse. Vas-y, il a calé, c'est bon, on dépasse. Ici, l'ennemi est invisible et en même temps, il est partout. Ils sont assez intelligents et ils dissimulent pas mal de choses, donc on se méfie des motos, parce qu'elles sont très rapides, très vivaces. Et on peut être aussi surpris de les voir arriver d'un coup dans notre angle mort. Donc on voit la vigilance permanente, on prend toujours une surveillance assez accrue sur les motos pour les faire les repousser et puis garder toujours notre bulle de sécurité active. Quand on vous dit de pas passer, vous passez pas. Mais comment gagner les cœurs quand on se méfie de tout le monde? Oh! Que peuvent-ils avoir en tête, ces soldats de 20 à 30 ans, quand ils parcourent ces rues? Partir ou rester? Dans cette guerre d'usure, chacun parie sur l'abandon de son adversaire. Ne pas occuper le terrain, c'est laisser l'ennemi le reprendre. Donc c'est lui faciliter et lui donner dans la main directement. Donc l'ennemi, il est ici, il nous observe, il est parmi la population et il nous regarde. Il regarde nos mouvements, il renseigne et il est constamment en train de nous observer pour savoir quelle est l'attitude de la force. Tous ceux qui ont affronté au plus près les combattants terroristes au Sahel témoignent de leur détermination et de l'ampleur de la menace. Ce chef des commandos de marine, les forces spéciales, qui se présente sous le nom de Louis Saillant, a traqué ces 6 dernières années les groupes djihadistes au Sahel dans des face-à-face d'une violence inouïe. Quand on arrive sur ce terrain-là, on a été effectivement projeté en hélicoptère. Donc on arrive au sol et en fait là, les maîtresses lourdes se mettent en marche, maîtresses lourdes et Kalachnikov, donc c'est des armes de gros calibre. Et donc ça claque, ça siffle, ça claque quand ça tombe près de vous, ça siffle quand ça passe par-dessus. Et on essaie d'aller avancer sur l'ennemi malgré les tirs. Et donc c'est un effort qu'on fait collectivement, intelligemment, et on se retrouve à affronter des gars qui bondissent derrière des buissons au dernier moment, à tel point que parfois vous n'avez même pas besoin de regarder dans votre viseur tellement il est prêt. Donc c'est extrêmement brutal, c'est extrêmement violent, et parfois c'est des situations d'une tension difficilement mesurable. Il y a certains qui vont... Régulièrement, la ministre des Armées, Florence Parly, est entendue par l'Assemblée pour rendre compte de la situation au Sahel. Mais la guerre est un angle mort du débat politique. Madame la ministre, bonjour mes chers collègues. Depuis 8 ans, l'Assemblée n'a pu voter qu'une seule fois sur la poursuite ou non des opérations au Sahel. C'était en avril 2013. On n'a eu aucun débat sur Barkhane et on paye aujourd'hui cette absence de débat. Le débat, il était cloué d'une façon très simple. On disait, voilà, on va combattre le terrorisme. À partir du moment où le combat terrorisme, circuler, il n'y a rien à voir. Tout l'immobilisme actuel, il s'incarne dans le mot « protéger ». Tous les présidents de la République, depuis 3 ou 4, vous regarderez, leur grande idée, c'est de protéger. Mais on protège quand on ne comprend plus rien. Quand on comprend ce qui se passe, on a une stratégie. L'année dernière, plus de 2400 civils ont été tués au Sahel. L'année la plus meurtrière depuis 8 ans.
1500 personnes ont déjà été victimes d'attaques mortelles en 2021. Dans la région, tous les signaux sont au rouge. 8 ans après, le constat qu'on fait, c'est que finalement le cancer est toujours dans cette région du monde. Mais quelque part, on le savait depuis le début. C'est-à-dire pour vaincre dans ces régions-là, dans ces régions pauvres, où finalement le terrorisme vit sur la pauvreté. En fait, il y a 3 piliers. Il y a le pilier militaire, pour détruire l'ennemi. Il y a le pilier de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement un État fort, avec des instituteurs, avec des médecins, avec des préfets, sur la zone, et qui affirment le rôle de l'État et qui s'occupent de la population. Et puis, il faut avoir un développement économique, c'est-à-dire que les gens aient quelque chose à faire. Gagner une guerre, ça n'est pas faire la paix. C'est le premier temps. Ensuite, il faut savoir faire la paix. C'est ce qui est le plus difficile en réalité. Et c'est ce qu'on arrive de moins en moins à faire. Ces 8 dernières années, la France a dépensé près de 3 milliards d'euros pour l'aide au développement. Malgré tout, le Sahel, gangréné par la corruption, demeure la région la moins développée du continent africain. Dans ces conditions, les groupes terroristes n'ont aucun mal à recruter des jeunes candidats contre une rémunération de quelques centaines d'euros. Est-ce qu'on va laisser ces pays s'enfoncer dans une misère qui est insupportable aujourd'hui? Insupportable aujourd'hui. Alors oui, on a des obligations. Quitter le Sahel veut dire, de mon point de vue, que très rapidement, on aurait des groupes armés terroristes qui reprendraient, qui arriveraient jusqu'à Bamako. Il ne me semble pas, malheureusement, que l'armée malienne soit à hauteur de résister, et ça aurait des conséquences sur le reste de l'Afrique. En France, la décision de poursuivre une guerre appartient à un seul homme, le président de la République. Et au sommet de l'État, après plus de 8 ans de conflit, il y a comme une envie d'en finir. Beaucoup de nos soldats sont tombés. Et en vous disant ça, j'ai une pensée profonde pour eux, pour leurs familles. Parce que nous leur devons la cohérence, la poursuite de la mission jusqu'au bout et la clarté à l'égard de nos missions. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron est-il prêt à assumer le prix du sang? Chaque nouveau décès d'un soldat français réveille la tentation d'un retrait. Et la peur pour les familles d'une guerre qui n'est servie à rien. Ce jour-là, à Thierville-sur-Meuse, dans une ambiance glaciale, le 1er régiment de chasseurs honore 3 nouveaux soldats tombés au Sahel. Maréchal des logis Taneri Maori. Brigadier Quentin Pochet. Brigadier Dorian Issakagnan. Vous étiez chacun animés par ce désir magnifique de servir votre pays. La France n'est plus qu'une puissance moyenne aujourd'hui. La France a moins d'influence qu'elle n'en avait il y a 20 ans. Et donc je pense qu'il y a aussi une exigence de modestie. On a plus à faire sur le champ national et européen que d'aller se balader aussi souvent à travers le monde. Moi, je suis toujours exaspéré quand j'entends des yaka faucons. Parce que les yaka faucons, ça se traduit par des petits gars qui perdent la vie, par des familles déchirées, par des carrières brisées. Et avant d'engager la force, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que je savais qu'il y aurait des militaires français qui seraient tués ou blessés? Oui, je l'imaginais. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un blessé ou un mort, soldat français, je m'en sens nécessairement responsable. On est dans un monde de l'image où l'émotion finit par tout emporter.
Or l'émotion, c'est le court terme, c'est la réponse immédiate à un problème immédiat, sans tenir aucun compte des conséquences de ce qui suivra. Nous, les chefs militaires, nous ne pouvons pas engager la vie et la mort de nos soldats, ou même de l'adversaire, des populations civiles, etc., sans avoir en permanence